Bienvenue à ce symposium sur la première ligne au Québec, sur l'innovation sociale. Ce symposium, c'est également l'occasion pour nous de lancer officiellement notre équipe, l'équipe Réseau Proximité, qui porte sur les innovations sociales en soins et services de proximité. L'équipe Réseau Proximité, c'est une équipe en partenariat qui est financée par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, qui réunit une dizaine de chercheurs issus des domaines des sciences sociales, de la santé, et qui bénéficie aussi d'un engagement solide et d'une participation très active de ses partenaires, notamment la Ville de Québec, le regroupement des organismes communautaires de la région 03, plusieurs directions du CIUS de la capitale nationale également, et bien sûr notre centre de recherche en santé durable, VITAM. Notre objectif pendant la journée et demie qu'on va passer ensemble est ambitieux. On va réfléchir ensemble à la première ligne de demain en mettant au cœur de notre réflexion l'innovation sociale et les enjeux d'équité en santé et services sociaux dans une perspective de santé durable. La première ligne, c'est quoi? Bien, la première ligne, c'est le premier niveau d'intervention et le point de contact avec les systèmes de santé. La première ligne coordonne les soins et assure aussi la continuité des soins. Et la prémisse de base de notre équipe Réseau Proximité du symposium part d'un constat, celui que la première ligne actuellement n'est plus adaptée pour bien répondre aux besoins de la population. Je devrais dire aux besoins d'une population de plus en plus diversifiée et plus particulièrement aux besoins des individus et communautés en situation de vulnérabilité. Il y a bien sûr des problèmes d'accès, c'est un problème important, on en parle beaucoup, on le sait, mais ce n'est pas le seul problème auquel on est confronté. Les changements qui traversent nos sociétés, que l'on pense aux changements démographiques avec le vieillissement de la population, mais aussi tous les enjeux liés à l'immigration, les changements épidémiologiques, on se rappelle notre pandémie, les enjeux technologiques, économiques, environnementaux. Donc, tous ces phénomènes engendrent une complexification des dynamiques sociales sur un territoire, une complexification du vivre ensemble et une complexification des problèmes sociaux et de santé qui ont entraîné au fil des ans un accroissement significatif des inégalités sociales. Donc, notre système de santé, notre modèle de première ligne aussi actuel n'est pas adapté pour faire face à ces changements et aux enjeux qu'ils soulèvent. Donc, ce contexte oblige à repenser à des services de première ligne qui doivent évoluer vers des modèles plus élargis, plus intégrés, avec des frontières plus fluides entre les soins de santé, les interventions psychosociales, le développement communautaire et l'action sur les déterminants de la santé. Nous pensons qu'il y a urgence d'agir, une urgence de repenser nos façons d'organiser les soins et les services de première ligne, une urgence de réfléchir aussi à des modes d'organisation et d'intervention mieux adaptés aux besoins de la population, ou plutôt des populations et des communautés. Donc, le programme du symposium a été pensé de manière à rendre compte d'innovations sociales qui ont été développées en réponse à des besoins qui ont émergé du terrain. Le comité organisateur s'est fait plaisir. On a réuni des chercheurs, des intervenants, des gestionnaires, des citoyens qui viendront vous présenter différentes innovations sociales et on a délibérément construit ce symposium de manière à croiser différentes perspectives et différents savoirs. Ces innovations sociales sont intéressantes en soi, mais elles vont aussi nous permettre de construire graduellement, au fur et à mesure que se déroule le symposium, une meilleure compréhension des conditions nécessaires au soutien de la transformation de la première ligne et aux conditions qui permettent de soutenir l'innovation sociale en première ligne. On s'est donné une définition de l'innovation sociale, je ne veux pas être trop académique, mais pour nous, les innovations sociales visent à répondre plus efficacement aux problèmes sociaux que les modèles existants, tout en renforçant la capacité d'action des communautés, en créant de nouvelles formes de collaboration entre les acteurs. On va donc s'intéresser aussi, dans le cadre de ce symposium, à ces nouvelles formes de collaboration entre les acteurs et entre les secteurs et aux formes de gouvernance qui soutiennent ces collaborations. C'est un gros programme, mais c'est un beau programme et on est vraiment ravis de constater que vous êtes nombreux du communautaire, du municipal, des CIUS, des instances décisionnelles, des citoyens, chercheurs, étudiants, à avoir envie de réfléchir avec nous à ces questions et je vous remercie vraiment pour votre présence ici aujourd'hui avec nous. Je vais maintenant passer la parole à Catherine Genet, qui co-dirige l'équipe Réseau Proximité avec moi. Catherine, qui est directrice adjointe de la direction des services multidisciplinaires.
Donc, bonjour tout le monde. Merci Nancy. Bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Un grand groupe quand même, une salle presque intimidante pour quelqu'un qui a un petit syndrome du micro. Donc, on m'a proposé aujourd'hui de vous adresser quelques mots pour préparer les discussions qui sont à venir, vous partager mon point de vue, essayer d'illustrer ça de mon expérience de gestionnaire dans le réseau de la santé. Donc, la première thématique qu'on va aborder ensemble, c'est celle de l'approche de proximité qui m'interpelle quand même directement comme gestionnaire responsable de ces services-là et qui est tout à fait alignée avec ce que Nancy vous a mentionné plus tôt au niveau de l'urgence d'agir et de repenser nos façons d'organiser nos services en première ligne. Le mot proximité, on l'entend à toutes les sauces. Hein? Proximité, approche, intervention, gestion de proximité. La signification est différente selon les interlocuteurs, selon l'environnement dans lequel on travaille, mais pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est que notre réseau doit se rapprocher, donc en proximité de ses usagers, de ses citoyens, ses partenaires et ses communautés. C'est vraiment l'une des clés pour offrir des soins et des services qui sont équitables, accessibles et adaptés aux besoins spécifiques de chacun. Les problèmes sociaux que nos différents intervenants, autant du communautaire que du réseau, rencontrent sont de plus en plus complexes. Nos trajectoires, on en a parlé tantôt, nos structures sont nombreuses, ne sont pas toujours adaptées, la complexité est quand même grande aussi pour accéder à nos services. Que l'on pense à notre clientèle itinérante qui est ici dans le coin, qu'on accueille dans un CLSC comme le CLSC Basseville qui est sur la rue juste ici, qui pourrait des fois avoir besoin peut-être de services spécifiques ou de services spécialisés, mais qui n'a pas d'adresse, pas de téléphone, pas trop de conscience du temps pour qu'on leur donne des rendez-vous fixes. Puis on est un peu rigide par rapport à ça. Ou encore à nos usagers qui proviennent des différentes communautés culturelles pour lesquelles la barrière de la langue, ce n'est que la première barrière, dans le fond, qu'ils vont rencontrer pour accéder à nos services. Donc, on doit s'adapter, on doit se rapprocher, réfléchir autrement en partenariat. J'espère que les présentations de la deuxième thématique vont vous amener des propositions intéressantes par rapport à ça. Nancy a aussi évoqué le fait que les innovations sociales permettent de renforcer la capacité d'action des communautés en créant des nouvelles formes de collaboration. Les initiatives qui mettent en commun des expertises différentes de partenaires intersectoriels sont essentielles et porteuses, mais présentent certains défis. Je pense notamment à l'accès au financement, la reconnaissance des expertises de chacun, les perceptions différentes des enjeux, les différentes cultures. Par contre, on le sait que pour s'adresser à des situations complexes, on doit travailler ensemble. Mais comment on peut dépasser les défis et les enjeux de nos perspectives différentes? J'ai eu la chance récemment de participer à une table de concertation en santé mentale avec probablement certains partenaires dans la salle que je ne vois pas nécessairement. Et on a eu la présentation d'Annie Fontaine, professeure à l'École de travail social et criminologie. J'ai retenu, moi, un élément assez précis de sa présentation, c'était l'usage du mot « complémentarité ». Personnellement, comme intervenante et comme gestionnaire du réseau, j'ai toujours eu une perception assez positive du mot « complémentarité ». Je mettais ça de l'avant dans mes collaborations avec les organismes communautaires, puis je me disais « on est complémentaires ». Par contre, dans sa présentation, elle m'a éclairé sur une perspective des organismes communautaires eux-mêmes qui est plutôt différente. Elle mentionnait que certains entretenaient une prudence, voire même une méfiance envers l'idée de complémentarité parce qu'ils percevaient qu'ils devaient être complémentaires au réseau. Tout d'un coup, j'ai moins utilisé le mot complémentarité dans mes communications. Elle proposait toutefois un concept amélioré, la complémentarité négociée. La complémentarité négociée, ça s'appuie sur la reconnaissance de nos différentes expertises, nos différentes compétences et nos autonomies respectives. Donc, je vous souhaite et je nous souhaite que les échanges à venir, particulièrement dans la troisième thématique, vont vous inspirer et vous donner l'envie de renforcer vos initiatives intersectorielles et d'en faire des réussites de complémentarité négociées. Enfin, à titre de gestionnaire du réseau, je suis évidemment interpellée par les indicateurs de performance, la reddition de comptes, qui occupent quand même une place importante dans nos organisations, actuellement particulièrement dans notre contexte. Or, c'est certain que quantifier, mesurer les résultats des innovations sociales, c'est vraiment essentiel, mais c'est ardu. Nos innovations, nos interventions sociales se déroulent dans des contextes complexes, variés. C'est parfois très long de voir l'impact de ce qu'on fait, pas facile à mesurer non plus.
C'est un défi de taille, donc, pour démontrer la pertinence de maintenir les ressources et le financement. Donc, la dernière thématique qu'on va aborder devrait nous permettre de réfléchir sur la façon de mesurer les impacts en allant au-delà des chiffres. Et en conclusion, je ne pourrais passer sous silence la chance qu'on a au CIUS d'avoir une équipe de recherche avec laquelle on peut travailler en étroite collaboration. Après plusieurs années de travail en commun, la mise en place de cette équipe intersectorielle-là financée, ce qui est quand même pas négligeable, rehausse les réflexions et la qualité des initiatives qu'on peut faire en partenariat. Et ça va certainement nous permettre au courant des prochaines années de répondre de manière plus efficace aux défis émergents. Je vous invite donc à participer activement, à poser des questions à nos conférenciers pour qu'ensemble, on puisse réinventer la première ligne et construire un avenir plus équitable et durable pour tous. Alors, bon symposium. Merci beaucoup, Catherine. J'invite maintenant Jean-Pierre Després, notre très apprécié directeur scientifique à Vitam, à prendre la parole. Je pourrais évidemment passer l'avant-midi à énumérer les nombreuses réalisations de Jean-Pierre, mais faute de temps, je me contenterai de souligner à quel point on est chanceux d'avoir quelqu'un de son calibre et de sa générosité à la tête de notre centre Vitam, quelqu'un aussi qui défend sur toutes les tribunes l'importance des innovations sociales en santé durable. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Nancy, pour cette gentille introduction. Êtes-vous en forme ce matin? Oh, c'est timide comme réponse. Je m'adresse à vous comme un animateur de show télévisé, là, mais vous savez que je viens de vous poser une question très sérieuse, parce que vos médecins de famille ne savent pas si vous êtes en forme, alors que la science nous dit que c'est le déterminant numéro 1 de ce qui va vous arriver dans votre vie, malade ou en santé. Alors là, je suis beaucoup plus sérieux. On va voir si ça avance, ce truc-là. Alors oui, merci Nancy. Je pars mon chronomètre, 10 minutes. Tu m'as donné 10 minutes, je vais aller vite. Je vais vous parler un peu de l'histoire de... on va voir si ça avance. Là, vous me voyez avec mon sarrau blanc. J'ai 67 ans. Ça fait 38 ans que je suis professeur-chercheur. J'ai dirigé la recherche en cardiologie, ce qu'on appelle l'IUCPQ, pendant 20 ans. Vous me voyez là avec mon sarrau blanc pour faire savant avec des collègues. Et on est très fiers de la science qu'on a mis dans la littérature médicale, dans la littérature scientifique, parce que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas le gars qui se pète les bretelles là, ce matin tout seul. C'est un travail collectif. Mais vous savez quoi? Après 38 ans de carrière, je réalise qu'il y a un immense fossé entre ce qu'on sait et ce qu'on fait sur le terrain. La vision traditionnelle de la santé, bien, elle est malheureusement très hospitalo-centrique. On est malade, on se fait soigner, on retrouve la santé. Puis là, bien, vous le voyez, comme on fabrique la maladie de par notre modèle socio-économique, bien, on met énormément de pression sur notre système de santé. Et puis, bien, notre système de services de santé, malheureusement, il fait l'objet de critiques, de caricatures dans nos journaux. Mais vous savez, on peut en être fier de l'accès perfectible, bien sûr, mais universel. Je montre souvent dans mes conférences grand public cette diapositive, la map monde de l'espérance de vie, puis c'est simple, plus c'est vert foncé, plus on vit vieux. Les gens au Québec ne réalisent pas qu'on vit 5 années de plus qu'aux États-Unis. Bien, qu'est-ce que vous pensez? Que je demande aux gens, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans les 4 prochaines années aux États-Unis? Pensez-vous que l'espérance de vie va augmenter? Les gens, de façon unanime, nous disent non, l'espérance de vie va diminuer. Bien, vous savez, peut-être qu'il faudrait peut-être le chouchouter, le préserver, notre système de services de santé. Puis la seule façon de le faire, c'est de peut-être collectivement, dans nos communautés, fabriquer de la santé. Et ça, bien, l'Organisation mondiale de la santé, on sait qu'il y a un président américain qui questionne l'utilité de cette organisation-là, mais nous montre que ce qui remplit nos hôpitaux, c'est des maladies qu'on pourrait prévenir, les maladies cardiovasculaires, certaines formes de cancer, les maladies pulmonaires chroniques, le fameux diabète de type 2 qui est dû au fait qu'on fume, on boit trop, on ne parle pas du petit cocktail qu'on peut avoir en fin de journée, là. On a un système alimentaire qui produit des aliments qui sont bourrés de sucre ajouté, bourrés de sel, puis on est sédentaire, puis on garde nos enfants dans les écoles inactifs, puis on les bourre de médicaments. Et tout ça, bien, ça coûte très cher. Vous avez vu la dernière annonce budgétaire. On dépense 65,5 milliards de dollars à supporter notre système de services de santé. Puis quand je donne mes conférences grand public, parce que j'en donne 2-3 par semaine dans les bibliothèques, les centres communautaires, j'ai avec tout le respect qu'on peut lui porter, ce n'est pas l'argent du ministre Dubé.
c'est vos impôts. C'est vos impôts. Ça ne nous tente pas collectivement, peut-être qu'on se lève et qu'on dise, bien, peut-être qu'on a besoin d'un nouveau modèle de société. Pourquoi? Puis là, j'enlève mon chapeau de scientifique, je mets mon chapeau de fier papa de 4 enfants. J'ai de grandes inquiétudes par rapport à cette statistique-là. Regardez comment le budget de services de santé est en train de croître au détriment de l'éducation publique. Toute société qui se respecte doit financer massivement son système d'éducation publique. Sinon, bien, comme société, on va disparaître comme peuple innovant. On va disparaître. Et par ailleurs, bien, puis je vois Mme Gagnon qui est dans la salle. Bonjour Judith, merci d'être là. On traite au Québec le vieillissement comme une maladie. Mon vieux papa, il a 93 ans, il a mal partout. Puis je dis, papa, t'es pas malade, t'es juste vieux, puis je t'aime. Content d'entendre, cela dit, que notre ministre de Services de santé, je le dis avec beaucoup de respect, je ne voudrais pas être à sa place, bien, elle dit, bien, on a frappé le mur. D'accord, mais encore faut-il maintenant dire, on fait quoi? Et ça, j'aimerais vous dire ce matin que c'est une caricature, mais ce n'est pas une caricature. Voici le modèle qu'on s'est configuré. Puis vous savez, quand j'explique ça aux gens, aux citoyens, parce que je le fais encore une fois, plusieurs fois par semaine, je ne suis pas en train de leur dire, bien voyons donc, vous mangez des cochonneries puis vous êtes sédentaire, c'est de votre faute. Non, non. On s'est configuré un système où c'est tellement facile. Vous allez dans les pharmacies. Qu'est-ce que vous allez trouver dans les pharmacies? Des boissons sucrées, puis du dessert, du chocolat. Voyons donc, appelez ça un dépanneur, cette partie-là de la pharmacie où on vend ces choses-là. Mais vous voyez, comme société, on a besoin collectivement de se réveiller, d'allumer. Et je leur montre cette image-là, tirée d'un paquet d'études de santé publique qui nous disent que 20 % de ce qui va nous arriver dans notre vie est tributaire de l'accès et de la qualité des soins, mais le reste, regardez, c'est des éléments de notre mode de vie, des facteurs socio-économiques, l'environnement, le milieu de vie. On investit 65,5 milliards dans le 20 % puis on n'investit rien dans le 80 %. On fait quoi? Et là, je dis aux gens, c'est pas moi qui va vous dire quoi faire, mais je peux vous dire qu'on est tout un collectif de chercheurs, chercheuses, puis il y en a ici, puis de professionnels de la santé, de différentes disciplines. On peut travailler avec vous pour créer de la valeur, ce qui va être important pour vous. Et donc, Vitam, ce n'est pas un centre de santé publique, ce n'est pas un centre uniquement de services de santé de première ligne, c'est un centre qui veut faire le pont entre les approches populationnelles et les approches de services de santé de proximité. Alors, il y a 5 ans, j'ai sauté la clôture, quitté la direction de la recherche en cardiologie pour prendre la direction de ce centre-là. Puis je vais aller très vite, là. C'est un centre qui fait avec la population plutôt que pour la population. Si vous étiez sur nos comités, nos gouvernances, les citoyens, les citoyennes sont partout. Il n'y a aucune décision qui se prendrait sans qu'elle soit discutée avec, moi je les appelle les patrons, les patronnes, puis les chercheurs, chercheuses à Vitam peuvent en témoigner. Là. On les taquine, nos citoyens, citoyennes, on les appelle les patrons, les patronnes. Autre chose aussi, on était très rapidement, on était un collectif d'académiques qui s'était donné une définition de la santé durable. Je me rappellerai toujours quand je voulais avoir l'appui, à l'époque c'était le maire Labombe, je suis allé le voir à l'hôtel de ville pour lui dire « Monsieur le maire, voici notre définition académique de la santé durable ». Et du Jean-Pierre, je pense, j'ai une idée de ce que vous essayez de faire, mais je ne serai pas capable d'en parler, c'est trop compliqué votre affaire. Alors, on retournait, et là, on a travaillé avec les citoyens, les communautés, pour dire, bon, est-ce qu'on peut se donner une définition populiste de la santé durable? La voici. Un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie, un environnement sain sur une planète en santé. Et là, je peux dire que c'est des milliers de Québécois, lesquels j'ai ces conversations citoyennes-là. Il n'y a pas un Québécois, une Québécoise qui me dit c'est n'importe quoi cette définition-là, parce que justement, un esprit sain dans un corps sain, je peux vous dire que les papas et les mamans au Québec me disent c'est pas ça qu'on fait dans nos écoles publiques. On fait des têtes pleines dans des corps inactifs, sédentaires, qu'on bourre de médicaments. Et milieu de vie puis environnement, bien évidemment, vous comprendrez que les gouvernements de proximité, la Ville de Québec, on a un appui spectaculaire de M. le maire. Et donc aussi, animé de ce jus-là, hein, c'est un terme à la mode, là, on va avoir du jus là, au Centre Bell. J'ai décidé d'écrire un livre pour expliquer à la population, bien voici la démarche de ce vieux chercheur académique-là, qui s'appelle La Révolution active, la gestion de la maladie, la promotion de la santé. C'est littéralement une bouteille que j'ai lancée à la mer. Bien, vous savez quoi? J'ai des milliers de bouteilles qui me reviennent. Les gens disent merci. On ne savait pas là-dedans ce que vous nous expliquez. Puis là-dedans, je parle de 4 signes vitaux du mode de vie. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'obésité dans ma vie. L'obésité, c'est une maladie ou pas? Moi, je dis souvent, c'est du gros n'importe quoi. Ce qui est important, c'est
ce que vous avez à l'intérieur de l'abdomen, la fameuse obésité viscérale. Puis quand j'explique ça aux gens, ils me disent, mais comment ça se fait que nos autorités de santé publique ne parlent pas de ça, qu'on parle encore du poids de santé, puis qu'on se questionne si l'obésité, c'est une maladie ou pas. La condition cardio-respiratoire, monter une coupe d'étages d'escalier puis d'être indûment essoufflé, bien ça, c'est le prédicteur numéro 1 de ce qui va vous arriver dans votre vie. La qualité globale de votre alimentation, on a des outils qu'on a développés avec des collègues de l'Université Harvard. Même chose pour l'activité physique, avec les collègues à Cambridge, en Angleterre. Je veux dire, c'est ça la beauté d'être un scientifique. Tu as accès aux meilleurs savoirs, aux meilleurs experts du monde entier. Et là, bien, je raconte cette histoire-là, parce que là, évidemment, c'est un petit condensé vite ce matin. Je m'excuse, je parle vite. Mais ce qui m'allume, c'est d'aller dans des centres communautaires. Puis oui, Judith, je vais montrer ta photo lorsque je suis allé vous rencontrer. Et un autre centre communautaire ici, 250 personnes, 30 groupes communautaires, même la Sûreté du Québec était là pour parler de prévention. Imaginez, on est ailleurs. Et je veux souligner l'appui de notre maire, M. Marchand, qui m'a même amené, imaginez, on est allé à l'Organisation mondiale de la santé pour parler de tout ça. Puis écoutez, la direction de l'Organisation mondiale de la santé nous a dit, écoutez, nous, on produit des rapports, on fait des recommandations, mais sans l'appui des gouvernements, des pays ou des gouvernements de proximité, on n'est rien. Bien, M. le maire a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Parce que chez nous, on veut fabriquer de la santé. Et à cet effet, bien, M. le maire a organisé, la Ville de Québec a organisé un colloque international francophone sur la santé durable, vecteur de progrès socio-économique. Puis là, je peux vous dire qu'on a plein de villes francophones en Europe qui veulent s'allier à la Ville de Québec pour voir comment, justement, ces gouvernements de proximité-là, qui font bien d'autres choses que ramasser les poubelles puis déblayer la neige en hiver. Alors, ces gouvernements de proximité-là sont exposés à de nombreux enjeux, ne serait-ce que de parler d'itinérance, entre autres. Hein? On peut-tu s'attaquer aux causes plutôt que de simplement mettre des pansements? Et donc, je veux saluer l'engagement de tous ces gouvernements de proximité-là à nous aider collectivement à fabriquer de la santé. Puis moi, je disais au gouvernement de proximité au Québec, le gouvernement central devrait vous donner des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars. On en donne déjà 65,5 milliards là, à gérer la maladie. Alors, je vais terminer là-dessus. Ce qu'on souhaite à Vitam, c'est fabriquer la santé, parce qu'un système de santé basé uniquement sur le traitement des maladies, c'est un modèle qui est insoutenable. On doit aller au-delà de notre système de santé. Les solutions sont sociales, sont environnementales, bâtir un nouveau modèle socio-économique et surtout, je veux vous laisser là-dessus, nous, on souhaite faire avec la population plutôt que pour la population. Puis vous savez, jusqu'à récemment, j'étais très, très pessimiste. Je me disais, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais. Je suis plus optimiste que jamais. Je le mentionnais à plusieurs collègues dans la salle. Je sais que mon image ne sera pas belle en terminant. Là, le feu est en train de prendre sur le territoire au Québec. Les gens se lèvent et en veulent qu'on fabrique la santé. Puis en terminant, puisqu'il va animer cette journée-là, je lui ai mentionné tout à l'heure, M. André Picard, de par l'influence que vous avez, de par vos écrits à la grandeur du pays, je vous remercie de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Bon colloque tout le monde. Merci. Alors, vous comprenez pourquoi on l'aime, Jean-Pierre? Merci beaucoup, Jean-Pierre. J'invite maintenant Mme Joëlle Gobeil-Jobin, directrice générale de la NEF, à venir nous présenter la mission de la NEF. Je la remercie d'ailleurs beaucoup de nous accueillir ici aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. C'est pas rien, passez après vous. Moi, je fais pas ça plusieurs fois par semaine. Bienvenue, puis c'est moi qui vous remercie. Merci Vitam, merci pour une deuxième fois cette année de nous avoir choisi pour tenir votre activité. On l'apprécie tellement, c'est tellement un plaisir de vous avoir. Merci de me donner la chance de présenter la coopérative. Ce n'est pas quelque chose qu'on a régulièrement. La coopérative a été fondée en 2010. Comme elle avait à l'origine, et elle a toujours la mission de conserver le bâtiment, mais aussi d'offrir des services de proximité à la communauté. On a une bonne alliance, là, on s'entend bien, Vitam et nous. En 2014, la coopérative, l'église était déjà désacralisée. La coopérative a traversé la rue, est allée à la Caisse d'économie solidaire, a pris une hypothèque et a fait l'acquisition du bâtiment. Donc, avec cette mission-là de préservation, mais aussi de service à la communauté,
La coopérative s'est construite un membership de deux façons. On a des membres de soutien qui sont des gens comme vous qui ont la NEF, la coopérative, sa mission à cœur. Et il y a des membres utilisateurs. Les membres utilisateurs sont au nombre de 7 présentement. Ils sont des organismes qui donnent des services aux gens de Saint-Roch. Je vous donne un exemple. Autour de vous, derrière vous, c'est l'Archipel d'Entraide. L'Archipel d'Entraide, c'est un regroupement d'organismes qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance. Et toute la journée, depuis déjà 7h30 ce matin, il y a des gens qui dorment derrière vous, derrière les portes. Les intervenants sont dans les bureaux qui sont situés là. On a la Saint-Vincent-de-Paul qui donne de l'aide alimentaire à une centaine de foyers par semaine. On a les sièges sociaux de différents regroupements, que ce soit en santé mentale, que ce soit en dépendance, qui sont les membres qui sont accueillis dans la NEF. C'est une coopérative de solidarité. Une coopérative de solidarité, c'est une entreprise. Donc, elle ne donne pas de ristourne à ses membres, mais c'est une entreprise qui a un modèle d'affaires circulaire. Ce qui veut dire que tous les revenus qui sont faits avec la location de la salle reviennent dans la coopérative. On ne peut pas acheter plus local que louer à la NEF. Ça ne se fait pas. Fait que, voilà, je vous remercie encore une fois d'être venus, puis on se dit à la prochaine. Je vous souhaite un bon colloque. Amusez-vous, puis s'il y a quoi que ce soit, on n'est pas très loin. Merci. Merci beaucoup, Joëlle. Donc, vraiment très rapidement, parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard, je veux juste vous parler rapidement de la structure du symposium. Donc, comme vous le voyez sur le programme, on a une conférence d'ouverture sur la réalité des soins primaires en France avec notre invitée Anne Moyal, sociologue, enseignante à l'École des hautes études en santé publique en France. Ensuite, la journée est construite autour de 3 thématiques qui présentent différentes innovations et différents points de vue sur les enjeux entourant la transformation de la première ligne. Et les 3 thématiques sont structurées de la même manière, c'est-à-dire que les conférenciers et conférencières vont être invités à faire des présentations assez brèves, histoire de mettre la table pour la table ronde qui va suivre et qui va être l'occasion d'échanges entre les conférenciers sur les conditions de l'innovation sociale en première ligne. Puis, on va ouvrir une période de questions avec vous dans la salle et on souhaite vraiment là, que ces discussions-là soient interactives entre les conférenciers et vous dans la salle. La journée de demain va être consacrée à la question des indicateurs en contexte d'innovation sociale et de collaboration intersectorielle et on a une conférence de clôture qui sera donnée par le professeur Jean-Louis Denis, qui est reconnu mondialement là, pour ses études sur les systèmes de santé, ancien prof à l'UDM et maintenant à l'Université de Toronto. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole à M. André Picard, qui nous fait l'honneur d'animer ce symposium. M. Picard a aussi accepté de dire quelques mots d'introduction sur les enjeux auxquels sont confrontés les systèmes de santé, la première ligne au Canada. Donc, André Picard est chroniqueur santé au quotidien de Globe and Mail et l'auteur de 6 ouvrages, dont le plus récent, Neglected No More, qui porte sur la crise des soins aux personnes âgées. Son travail a été salué à de nombreuses reprises, notamment par le prestigieux prix Michener pour service public méritoire en journalisme. Il a aussi reçu la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II qui récompense son engagement pour l'amélioration du système de santé. Il est également membre de l'Ordre du Canada et diplômé de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Carleton. André Picard s'est vu décerner des doctorats honorifiques par 8 universités canadiennes, parmi lesquelles figurent l'Université de la Colombie-Britannique et l'Université de Toronto. Donc, merci beaucoup, M. Picard, d'avoir accepté notre invitation et à vous la parole maintenant. Pour cette belle introduction, nous avons besoin d'un système de santé et de services sociaux plus efficient, plus humain et plus performant. Un nouveau modèle de société. Mais comment y parvenir? Tout commence avec la première ligne. Vous êtes la fondation, le rempart. L'innovation est essentielle. Il en va même pour l'audace, voire la radicalité. Mais lorsqu'on prononce le mot innovation, la première chose qui vient souvent à l'esprit, c'est la technologie. Mais la véritable innovation, c'est de penser différemment. Et l'innovation sociale, c'est penser à l'innovation différemment.
Dans cette salle, vous connaissez tous les déterminants socio-économiques de la santé, l'importance d'un bon revenu, d'un toit au-dessus de la tête, une alimentation saine, une éducation, un environnement sain et des liens sociaux. Nous avons besoin de promouvoir la santé et non seulement gérer la maladie. Mais le système de santé ignore encore largement ces déterminants importants de la santé. Il se concentre sur la médecine, sur les soins aux malades. Nous devons adopter une vision plus large, évidemment. L'innovation sociale, Nancy nous a présenté une très bonne définition un peu plus tôt. C'est essentiellement un changement de paradigme. Les solutions nécessitent souvent la collaboration active des acteurs du gouvernement, des entreprises et du monde associatif. On ne peut pas le faire tout seul, on doit le faire ensemble. L'innovation repose sur 4 piliers. Ils doivent tous être pris en compte si nous souhaitons supporter un changement positif. Le contexte, la culture, les capacités et la collaboration. Nous allons aborder ces 4 piliers aujourd'hui et beaucoup plus. Maintenant, le changement est essentiel, mais à quelle vitesse? Il y a différentes façons d'y aller. Une approche progressive, disruptive, radicale ou transformatrice. Chaque catégorie représente un niveau d'innovation et d'impact différent, et chacune présente des défis et des opportunités. Aujourd'hui, nous espérons vous inspirer à pousser pour le changement, à votre vitesse et selon vos moyens. Quelle est l'ampleur du changement nécessaire dans le secteur de la santé? Quelle doit être la radicalité de vos actions? Ce sont des questions importantes à se poser et nous allons le faire tout au long de notre programme aujourd'hui. Comme vous, je suis là pour écouter et pour apprendre, pour être inspiré. Alors allons-y, commençons à réinventer la première ligne au Québec.